cet appartement témoin, ce lieu un peu privilégié où on accueille les personnes pour qu'elles puissent découvrir les produits qu'on a à leur proposer pour meubler chez elles. Il a été créé en 2012, mais aujourd'hui on a des antennes qui sont à Lyon, à Lille, à Toulouse, en Seine-Saint-Denis. Et sur ces 10 années, on est parvenu à accompagner 22 000 personnes au moment de leur accès au logement. On est au sein du bric-à-brac d'Emmaüs Défi, le magasin du 19e arrondissement où a été créée la toute première antenne de la Banque solidaire de l'équipement. L'objectif est d'équiper les personnes qui n'en ont pas les moyens au moment où elles accèdent à un logement. Ce sont des personnes qui ont vécu pendant des mois, des années, en foyer, en CHU, en CADA, centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, voire à la rue, ou qui peut-être étaient hébergées chez un proche, mais n'avaient pas en tout cas leur logement. Et aujourd'hui qu'elles accèdent au logement, elles se retrouvent face au défi d'équiper ce nouveau logement et sans en avoir les moyens. Et donc l'objectif de la Banque solidaire de l'équipement, c'était d'apporter les produits dont les personnes ont besoin à moindre prix grâce à la solidarité des entreprises ici mobilisées. La Banque solidaire de l'équipement, elle a été co-construite par Emmaüs Défi avec la ville de Paris et le groupe Carrefour. Depuis, on a de nombreuses entreprises qui nous ont rejoints et puis aussi des mécènes très forts. Du point de vue social, on a l'appui d'un millier de structures partenaires, prescriptrices, qui sont partout sur le territoire et qui orientent les personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, on fête les 10 ans de la Banque solidaire de l'équipement, une occasion de remercier nos partenaires et puis aussi de sensibiliser pour continuer à développer la Banque solidaire dans l'avenir. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Riquet pour fêter tous ensemble les 10 ans de la BSE. Plus de 22 000 personnes accompagnées, 1 million d'objets. Bienvenue et excellente après-midi avec nous. Bonjour à tous. On va vous faire une petite introduction avec Vanessa et Marianne. Donc moi, je suis Charles-Édouard Vincent. J'étais le premier directeur d'Emmaüs Défi. Et donc, il y a 10 ans, j'étais dans ce lieu. Il n'y avait rien de tout ce que vous voyez. C'était ce qui reste de ce site, vous le voyez par terre. Vous voyez, il y a des espèces de traces noires d'octogones. C'était un marché couvert où il y avait ici une boucherie, ici c'était un maraîcher. Et donc, on était dans ce lieu qui était dans son jus, puisque depuis des dizaines d'années, il n'avait pas bougé, et on allait s'installer sur ce lieu. Et il y a une dizaine d'années, donc, Emmaüs Défi, c'était pas du tout organisé ni structuré comme aujourd'hui. Je vois Isabelle qui me regarde, Isabelle Domarès, donc, qui est au conseil d'administration, qui m'a accompagné dans les débuts d'Emmaüs Défi, et c'était beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup moins organisé. Et on avait des vrais sujets. Je me rappelle pendant l'année 2011, des vraies problématiques d'approvisionnement du magasin. Alors on n'était pas encore à Riquet, notre magasin c'était boulevard Jourdan à la porte d'Orléans. C'était un vieux garage que la ville de Paris nous avait prêté. On était nomades à cette époque-là, on n'avait pas encore de lieu à nous. Et on avait des vrais problèmes d'approvisionnement du magasin. Et on se posait des questions. Les collectes qu'on faisait chez les particuliers rapportait pas assez de matériel, on faisait pas assez de chiffres, ça mettait la structure en danger, l'association en danger. Et donc, avec le président de l'époque, Jean Dédier, on réfléchissait à comment on pourrait trouver des solutions pour pouvoir avoir plus de matériel et permettre à la structure de mieux répondre aux attentes et faire plus de chiffre d'affaires. Donc, il y avait un vrai sujet économique à la base. Et puis en parallèle, dans tous les groupes Emmaüs, il y a ce qu'on appelle les dépannages. Les dépannages dans les groupes Emmaüs, c'est en fait la mission de solidarité que portent les groupes pour des familles qui accèdent à des logements. Et on se disait, nous, Emmaüs Défi, en tant que groupe Emmaüs, comment on porte ce projet-là? Et on avait un problème, c'est qu'on faisait à l'époque une seule vente par semaine, c'était le samedi. Et quand les familles qui venaient en dépannage arrivaient le vendredi soir, quand on avait préparé tout le magasin, qui avait tout qui était agencé, qu'elles avaient un choix de dingue, elles prenaient tout ce qui leur plaisait, mais nous, en fait, pour le lendemain, pour la grande vente du samedi, c'était pas là, donc nous, on faisait un peu la tête. Et puis au contraire, quand elles venaient le lundi où on avait fait notre grande vente et qu'elles arrivaient dans le magasin, il y avait en général plus grand-chose que les choses un peu moche dingues, et donc c'était elles qui étaient moins satisfaites. Donc on avait un vrai sujet sur les dépannages, on disait comment on pourrait mieux remplir cette mission, qui est une mission emmaüsienne. Et voilà, et on s'est dit, de ces deux problèmes-là,
on va peut-être essayer de trouver une solution. Alors, pour le dire autrement, on s'est dit, il y a aujourd'hui, on le savait, des invendus auprès des distributeurs, tout un tas de produits qui arrivaient alors, en fin de vie commerciale, d'une certaine manière, des produits qui étaient en fin de promo, des invendus sur des stocks, et on renouvelait les gammes. Et on savait qu'il y avait du matériel qui pouvait être utile. Mais on se disait, si on va juste voir un distributeur et raconter notre histoire, c'est pas vraiment nouveau. Il faudrait qu'on arrive à trouver quelque chose d'assez nouveau. Et en fait, dans cette idée, quand on est allé voir les distributeurs, on savait qu'ils faisaient des choses très actives avec les Restos du Cœur, la banque alimentaire. Et on s'est dit, il faudrait inventer le même système que la banque alimentaire, mais pour les biens de la maison, pour l'équipement de la maison. Donc on est venu avec cette idée, parce qu'on peut se dire des fois, pourquoi on parle de la banque solidaire de l'équipement? Pourquoi une banque, puisqu'on fournit du matériel? En fait, cette idée de banque solidaire de l'équipement, elle vient du terme de banque alimentaire. Et on a voulu inventer le modèle de la banque alimentaire appliqué aux biens d'équipement de la maison, et donc la banque solidaire de l'équipement. À l'époque, c'était donc on est allé voir Gilles Petit. Gilles Petit était le directeur général de Carrefour France. Donc c'était quelqu'un Carrefour nous aidait régulièrement, il nous donnait des jouets, plein de choses super, et on est allé le voir avec ce problème-là, lui dire Gilles, est-ce qu'il y aurait moyen que tu nous aides à pouvoir récupérer des invendus. Voilà, si on imaginait une petite boucle, il a dit « Ah non, mais votre truc, c'est vachement smart. Effectivement, nous, on pourrait vous faire des dons. En plus, pour nous, on réfléchit, ça peut être intéressant, parce qu'il y a des fois, il y a tous ces invendus, tout ça. Donc, en gros, il nous avait dit « Écoutez, on est partant, ça nous intéresse. Faites-moi une petite présentation. » Donc, j'avais à l'époque une stagiaire, je donnais des cours à HEC, donc il y avait une stagiaire qui avait fait une belle présentation PowerPoint qu'on avait envoyée à Gilles. Et puis, donc ça c'était en janvier 2011, et puis en mars 2011, je le rappelle, et il me dit oui, non, mais on y travaille, t'inquiète pas, l'idée est super, on est tous à fond. Donc voilà, mars passe, juin arrive, l'été arrive, et puis je reçois un coup de fil de Gilles au mois de juillet, qui me dit Charlie, écoute, j'ai peut-être un truc pour toi, là, est-ce que ça t'intéresserait de récupérer, on a des invendus, je te mets en contact avec mon directeur de la supply chain et puis tu vas pouvoir récupérer des trucs. Donc moi j'étais tout content et donc je reçois l'appel du directeur de la supply chain de l'époque qui me dit ben voilà, on a 60 semi-remorques qu'on doit évacuer de nos entrepôts. On était le 12 juillet, moi je partais en vacances le 16 et il nous dit mais il faut que les entrepôts soient libérés le 30 juillet. Alors j'ai réussi. Alors je me suis dit bon, c'est pas possible. Mais si je lui dis non, on se grille, on n'aura jamais rien. Et donc je me suis dit bon. Donc je lui ai dit et si jamais c'était le 30 août, il m'a dit ouais bon ok jusqu'au 30 août c'est jouable, on va pouvoir. Voilà. Donc je suis parti en vacances. Et puis en août on s'est organisé. On n'avait rien, on n'avait pas d'entrepôt pour récupérer 60 semi-remorques. Alors je le dis, dans les 60 semi-remorques, il y avait quand même un semi-remorque, je crois, c'était des pinces à escargot. Donc, je crois qu'il doit encore en rester. Il y avait eu une petite erreur d'aiguillage quand on a vidé les 30 palettes de pinces à escargot. Là, mais on avait des bols. C'était la caverne d'Alibaba, grand format. Il a fallu, alors on n'avait pas de local, donc on s'est organisé, on a trouvé un entrepôt à Gennevilliers, au port autonome de Gennevilliers. Enfin, c'est une opération qu'on n'avait jamais faite. Et puis il y avait une dizaine de salariés en insertion qui se sont mobilisés sur ce projet. Et on a déchargé les 60 semi-remorques. Donc moi, entre-temps, j'avais rencontré Vanessa qui bossait chez JP Morgan et qui se posait des questions. Je dis, bah, écoute, moi j'ai un projet, si ça t'intéresse, on est en train de monter un nouveau truc, tu vas voir, c'est génial. Bon, on n'avait rien fait, hein, mais enfin, on avait récupéré les 60 semi-remorques, mais il y avait tout à construire. Et donc je vais laisser Vanessa raconter la suite. Donc voilà comment est née l'histoire de la Banque solidaire de l'équipement. Honnêtement, c'est sûr qu'à l'époque, on ne se rendait pas du tout compte que ça allait avoir l'impact que ça a eu. Hein, et donc, moi, je raconte l'histoire et l'étincelle du départ, mais après, ça a été un énorme travail de Vanessa, de Marianne pour faire de la BSE ce qu'elle est aujourd'hui. Et voilà, donc je voulais dire que je suis très fier, très heureux et bravo à vous deux. Voilà.
et à toutes les équipes. Et bonjour à tous. Donc en effet, à ce moment-là, l'idée de la BSE est née. Je fais ma flemmarde. L'idée de la BSE est née. Carrefour et la mairie de Paris ont dit banco. Et donc Vanessa Angèle, moi je rejoins Défi vers la fin 2011, quand en effet Charlie et Maurice commencent à retransférer les camions de Gennevilliers vers la porte de la Chapelle. Et là arrivent les smirmorques, les centaines de palettes, les milliers d'équipements qu'il faut inventorier, dont les bols à mixer pour l'équipe, on en a eu pendant un moment, donc les dérouleurs de papier toilette coccinelle que vous avez vu dans la vidéo, les draps, etc. Donc voilà, quelques sueurs froides. Pour la petite histoire, j'arrive à ce moment-là et pour structurer et mettre en œuvre cette idée géniale, et je vais diriger la BSE ensuite pendant 8 ans. Et donc l'idée, c'était que je vous raconte un peu la structuration et que Marianne enchaîne sur le déploiement. Et en fait, la structuration, elle s'est fait un peu en 3 volets. Donc au départ, c'était de travailler sur avec la DASES et la mairie de Paris sur l'orientation des bénéficiaires, donc les critères d'accès à la BSE. Et très vite, on s'oriente vers la sortie d'hébergement précaire et l'accès au premier logement pérenne. Mais c'est aussi de travailler sur le processus d'orientation, les besoins des personnes et l'articulation avec le Fonds Solidarité Logement. Et en fait, dès le début, on a eu à cœur d'en faire un vrai outil dont les travailleurs sociaux pourraient se saisir et de faire quelque chose qui serait à la fois réactif, facile d'accès, pour que ça réponde au mieux aux besoins des personnes, mais dans un cadre assez bien défini. Donc c'est tout le travail qu'on a fait avec un groupe de 10 travailleurs sociaux que Valérie Lacour, à l'époque, pour les anciens combattants, avait rassemblé. La deuxième facette, évidemment, c'est toute la logistique, parce qu'il a fallu organiser un entrepôt, démarrer la préparation de commandes, les livraisons. Et je ne vous cache pas qu'au début, c'était très artisanal. Et c'était Eddy et Jean-Michel qui préparaient des commandes. Chaque palette était représentée par un petit carré sur une feuille Excel qui bougeait régulièrement. Mais bon, là aussi, Carrefour qui nous avait mis à disposition le responsable d'un site logistique qui nous aidait dans tout ce travail de mise en œuvre de l'entrepôt, de mise en place de l'entrepôt, les procédures d'inventaire, l'ergonomie en fonction du taux de rotation des stocks. Et évidemment, petit à petit, toute l'équipe s'est professionnalisée et a pu mettre en place une vraie entreprise d'insertion sur les métiers de la logistique, et plus important peut-être aussi, professionnaliser le parcours des salariés en insertion au sein de ces métiers. Et beaucoup d'entre vous qui sont là, beaucoup d'entreprises nous y ont aidés très, très fortement. Et la troisième facette de cette mise en œuvre opérationnelle, ça a été évidemment mettre en place la vente. Donc cet appartement témoin que certains d'entre vous ont pu voir, parce que c'était vraiment très important pour nous de cette idée de voir les produits, de choisir, d'accompagner les personnes dans ce choix, la posture des conseillers vendeurs, le rôle du travailleur social dans l'accompagnement. Et évidemment, le dernier élément clé, ça a été les systèmes d'information. Et je crois qu'Angelina intervient après. Et toute l'équipe d'Accenture nous a aidé à mettre en place un système sur Salesforce qui nous a permis de suivre les bénéficiaires, nos stocks, les rendez-vous. Et je pense que ça a été un élément clé dans ce souci de chercher quand même une excellence opérationnelle dans un projet hyper complexe, hyper social, mais qui a finalement, c'est ça qui a permis ensuite de grandir et de déployer. Et puis ensuite, la suite, ça a été évidemment d'entraîner d'autres entreprises dans l'aventure. Alors, je ne vais même pas me risquer à l'exercice difficile de citer tout le monde, parce que j'ai vu dans la vidéo 63 entreprises partenaires. Mais peut-être pour vous donner une idée, je trouve ce qui est assez impressionnant, c'est les facettes qu'ont pris cette collaboration des entreprises, les nombreuses facettes. Donc évidemment le don de produits, qui reste le nerf de la guerre, mais la mise à disposition d'entrepôts de stockage, le transport gratuit vers nos entrepôts, l'expertise logistique,
offrir des cassettes à certains salariés en insertion, travailler sur les sorties emploi des salariés en insertion d'Emmaüs Défi. Donc énormément de choses qui ont rendu ce projet possible. Et évidemment, derrière toutes ces organisations, c'est beaucoup de femmes et d'hommes qui ont fait bouger leur entreprise pour venir contribuer à ce projet. Et je trouve qu'en fait, c'est sans doute cette mobilisation très conséquente qui fait de la BSE un programme un peu unique parce que c'est vraiment cette mobilisation, cette collaboration au quotidien qui permet à un projet qui est un projet hyper social de quand même trouver une certaine forme de résilience, de modèle économique et d'avancer. Et puis le dernier ingrédient très secret de la BSE, je trouve, c'est qu'il s'appuie vraiment sur cette valeur fondamentale du mouvement Emmaüs, qui est « aide-moi à aider ». Et je trouve que c'est toujours été un élément hyper important de voir comment les salariés en insertion, qui parfois aussi ont des parcours pas faciles, ont pu se former sur les métiers de la logistique et grâce à leur travail, permettre à toutes ces familles qui elles-mêmes sortaient de longs parcours d'hébergement de s'installer dans leur logement dans des bonnes conditions. Donc voilà, hyper fière. J'espère qu'on aura l'occasion de remercier chaque membre de l'équipe et de leur rendre hommage parce que hyper fière de tout le boulot qui a été fait autour de ce projet. Merci. On parle et ça marche automatiquement, c'est fabuleux. Est-ce que ça vous va si je reste assise ou l'exercice c'est d'être debout Alors je vais rester assise en mode salon, j'aime bien. Oui, moi je vais effectivement, sur la base effectivement de tout ce travail de structuration qui vous a été raconté par Vanessa, vous parlez de ce qui a été entrepris du coup dans ce mouvement-là, ça a été celui de déploiement et aussi de consolidation dans une dynamique à la fois complémentaire et interdépendante. Au niveau du déploiement, en fait, assez rapidement, 3 ans après la création de la Banque solidaire de l'équipement, l'antenne de Paris, il y a eu cette étude réalisée par le cabinet Exist en 2015 qui est venue objectiver, démontrer en fait les impacts sociaux de la BSE de Paris. Elle permettait d'accélérer et de garantir une meilleure appropriation du logement des personnes et des ménages qui en avaient été durablement privés. Ça, c'était avéré. Était avéré aussi effectivement un bien-être renforcé, mais ça allait au-delà, puisque c'était aussi la dimension déjà de pouvoir d'achat qui émergeait. Pouvoir d'achat aussi, mais pouvoir d'agir, parce qu'effectivement, les personnes qui vont dans les boutiques sont en situation où elles peuvent choisir, se faire plaisir aussi, payer, ça c'est un élément d'intervention important. Et en outre, elles contribuent aussi effectivement à développer, tu l'as dit Vanessa, de l'activité d'insertion à travers leur achat. C'est intégré aussi au dispositif via l'équipage. Donc tout ça a été posé et du coup la BSE s'est aussi lancée fort finalement des objectifs remplis, assignés. Et c'est en 2016 qu'a été entrepris du coup le premier mouvement de déploiement en 2016 sous l'impulsion en fait du groupe SEB qui permet eh bien, à ce que la seconde antenne atterrisse sur le territoire de Lyon Métropole. Et ensuite, 2 ans plus tard, en 2018, cette fois sous l'impulsion du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui est installé cette boutique solidaire à Aubervilliers, mais qui va pouvoir bénéficier à tous les ménages habitant le département. Et dans tous ces cas de figure-ci, on est sur un déploiement qu'on va qualifier de en propre ou centralisé, c'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez bien compris, bien sûr que la boutique, elle va s'intégrer, elle va se mettre au cœur du tissu économique et social du territoire concerné, mais elle va mobiliser les ressources humaines, financières, matérielles, en fait, de l'association Emmaüs Défi directement pour fonctionner. Et c'est avec ce schéma d'intervention centralisée, d'une certaine manière, qu'on a répliqué enfin le même schéma d'intervention, cette fois sur le territoire de Lyon Métropole, mais avec quand même 2 éléments un petit peu différenciés, en tout cas 2 évolutions, puisque à Roubaix, donc là on est en 2020, lorsque l'antenne est créée, d'abord elle a été créée non pas dans le cadre d'un mouvement, j'allais dire, opportuniste,
c'est-à-dire à la faveur d'une sollicitation d'un acteur du territoire local, mais de manière volontariste. C'est la première fois que finalement, nous, on allait à la conquête, en quelque sorte, d'un territoire, avec du coup, forcément, un travail d'investigation important, de diagnostic des besoins sociaux, et puis de concertation, peut-être un cran plus élevé, pour aller chercher toutes les parties prenantes, savoir aussi si on allait pouvoir s'articuler intelligemment avec les ressources du territoire. Donc, premier élément. Le deuxième élément, je fais vite, hein, je sais qu'il ne faut pas trop tarder. Deuxième élément, et ça m'apparaît aussi comme un point important, on a toujours eu beaucoup le soutien effectivement des entreprises, des fondations privées au titre des dons de produits, mais aussi du financement. Et là, on commence à amorcer aussi un attachement des pouvoirs publics. Le Conseil départemental du Nord, la métropole européenne de Lille, en fait, nous soutiennent en raccordant la Banque solidaire de l'équipement à la politique de lutte, de prévention et de lutte contre l'exclusion et à la politique du logement d'abord. Et ça, c'est important parce qu'une fois que ça a été fait à Lille, c'est quelque chose qu'on a été chercher aussi sur les territoires lyonnais et qu'on a aussi fait, qu'on a été chercher évidemment sur le territoire de Toulouse. Et donc en 2020, sort de l'eau post-Covid, enfin on est en plein dedans en fait, cette antenne à Roubaix. Et parallèlement, nous avons aussi réuni l'adhésion en fait des partenaires du territoire toulousain, des moyens financiers pour lever enfin la 5e antenne. Et là, on va avoir à nouveau tout le soutien des services de l'État en région, de la ville et de la métropole de Toulouse, avec l'appui de la Fondation Abbé Pierre, d'Emmaüs France, il faut les citer aussi parce que c'est vrai qu'ils nous ont aussi beaucoup soutenus à travers notamment le pôle innovation sociale, de la Fédération des acteurs de la solidarité, de la DIAL. On est autour de la table, on est un copil, et là, on va à nouveau amorcer un tournant extrêmement important, puisqu'on va faire le choix de ne plus porter en propre, de manière centralisée, cette antenne. Nous allons nous adosser à un acteur du territoire. Et donc, on entreprend cette fois un travail d'étude de faisabilité assez poussé, un travail de concertation extrêmement important, et qui débouche sur la sélection en fait, d'un consortium d'acteurs, puisque c'est l'association Espoir qui va porter, ici représentée, je te vois Anne, coucou, voilà, qui représente et qui porte cette boutique pour Toulouse Métropole en lien avec Emmaüs Agir et Emmaüs Toulouse. Et on a bénéficié, là aussi je tiens à le souligner parce que c'était important, également d'un accompagnement méthodologique grâce au programme PINS porté par la Fondation Massif et la VISE, qui nous a permis aussi de projeter le modèle économique, le modèle conventionnel, partenarial, pour mettre en place, structurer aussi ce modèle. Cette fois, on va parler de modèle labellisé ou franchisé. Donc ça, c'est en cours d'expérimentation et ça permettra aussi de dessiner les contours en fait, de cette nouvelle tête de réseau qui émerge maintenant, qu'on a effectivement 5 boutiques, 5 antennes. Voilà. Je voulais juste terminer avec ce mouvement de consolidation parce que faire tout ça, c'est aussi s'assurer que d'un point de vue logistique, ça tienne la route et on est très challengé là-dessus. Donc on a pu bénéficier dès le départ de l'appui pour tout ce travail-là, bien sûr de la Fondation Carrefour, d'idées logistiques, de FM Logistique pour le mécénat de compétences également, ça a été extrêmement important et ça va dans un mouvement de professionnalisation continue aussi, notamment pour l'équipage. Également la consolidation effectivement de nos outils de gestion de vente et de stock, parce que maintenant on est multisite, donc ça aussi c'est de la complexité qu'il faut pouvoir intégrer et à laquelle il faut pouvoir répondre. Et puis une révision également de nos modalités d'acheminement. Et là aussi, on appuie et on peut s'appuyer sur l'expertise et les soutiens d'Epner également. Donc voilà, on a besoin de tous ces acteurs-là pour nous être meilleurs et améliorer en continu en fait cette offre de service à l'attention des personnes démunies. Je terminerai juste du coup en conclusion en disant que c'est vrai que c'est assez dingue de se dire que ce projet extrêmement social qui est parti d'un coup de pouce incroyable avec tous ces dons a permis de générer tout ça. Il est incroyable aussi parce qu'effectivement c'est un modèle économique hybride avec une partie d'autofinancement, mais parce qu'on capte aussi des invendus neufs et puis de la subvention. Et aujourd'hui, chaque année, on va répondre aux besoins de plus de 4000 personnes, c'est quand même pas rien,
On va effectivement brasser plus de 3000 palettes. On va pouvoir effectivement adresser, valoriser plus de 100 000 équipements par année. Donc voilà, c'est un projet costaud. Et je suis complètement alignée avec toi, Vanessa. On salue évidemment les partenaires sociaux aussi, parce qu'on est dépendant des dons que l'on nous fait et puis de la prescription sociale. Hein. Donc sur les deux bouts de la chaîne, on a besoin de cette logique d'alliance plus. Remercier et valoriser aussi tout le travail des équipes salariées, des équipes salariées en CDD, en alternance, en mission de service civique extraordinaire qui nous accompagnent maintenant depuis 10 ans. Enfin maintenant qui assure tout seul parce que nous on est partis, mais enfin on est très fiers de tout ça et très heureux aussi de partager ce bel anniversaire. Et j'annonce pour l'animation des tables rondes qui vont suivre Flavie Després qui va pouvoir animer tout ça. Merci beaucoup. Bon, je vous laisse descendre et je vais me mettre là le temps de me présenter. Bonjour, je m'appelle Flavie Després, je suis entrepreneur social. J'ai monté un média qui s'appelle Care News et je suis avant tout journaliste. Et alors, j'ai raconté suffisamment l'histoire à toutes les personnes qui vont passer ce soir sur scène pour qu'elle soit vraie. La BSE et Emmaüs Défi, et Cécile, j'en profite pour te saluer, en sait quelque chose. C'est mon premier reportage écrit. C'est mon premier reportage print. J'ai débarqué un matin à 8h du mat, on m'a mis des petites chaussures avec des petites coques, là je sais pas comment ça s'appelle, pour pas que je me blesse les pieds. Et je suis partie avec mon bloc de notes, mon appareil photo, passer toute une journée avec les équipes. Et c'est vous dire déjà si ça m'a marqué, et c'est vous dire du coup le plaisir immense que j'ai d'être en famille, entre amis, ce soir avec vous pour fêter les 10 ans de la BSE. Vont se succéder plusieurs tableaux, parce que mon travail c'est de raconter les histoires, mais ce soir c'est pas moi qui vais parler. Ce sont celles et ceux qui font la BSE. Et en premier lieu, les clients bénéficiaires, donc tous ceux et celles pour qui depuis 10 ans les équipes, les mécènes et tous les partenaires se démènent. Alors, je vais appeler Madame Yaba Brigitte Cissé. Est-ce que vous voulez bien me rejoindre ? Venez. Moi, je vous propose qu'on s'installe, parce qu'après tout, on est un peu comme à la maison. Alors, je vous l'accorde, c'est assez impressionnant. Chez moi, il y a moins de monde, mais voilà. Bon, vous allez bien, Madame Cissé ? Oui, ça va. Ça va bien, bon. Alors, moi, maintenant, vous savez comment j'ai rencontré la BSE. D'accord. Et vous ? Comment est-ce que vous avez connu la BSE ? Alors, bonsoir à tous. J'ai connu la BSE grâce à mon travailleur social. Et c'est elle qui m'a orientée vers la BSE. Au début, je ne savais pas ce que c'était. Donc, elle m'a plus ou moins expliqué ce que c'était. Et puis, tout est parti. Donc, votre travailleur social vous présente le concept de la BSE. Et vous n'aviez jamais entendu parler que ça existait comme ça, une banque. C'est vrai que le mot banque fait un peu peur, mais à un endroit comme ça, on pouvait acheter à moindre coût des choses neuves, vous ne connaissiez pas ? Non. Alors, qu'est-ce que ça vous a permis pour ce logement que vous veniez d'obtenir, de connaître la BSE ? Alors, grâce à la BSE, j'ai pu carrément aménager toute ma maison parce que j'ai pu faire mon salon. Mes ustensiles de cuisine, c'était avec la BSE. Ma table à manger, ma table basse, mon canapé, mes micros pour la cuisine, ma vaisselle, tout était la BSE. Donc ça vous a permis d'être bien installé, de pouvoir cuisiner aussi, ce qui est Oui. quand même agréable et important. Je ne sais pas dans quel ordre. Oui, 90% de mon aménagement était la BSE. Mais le fait que ça soit des produits neufs, où vous puissiez choisir, est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Oui, vu la qualité des produits qu'on pouvait avoir, et puis à un prix, si je peux dire de la sorte, un prix vraiment dérisoire, parce que je pourrais dire que c'est vraiment gratuit. Un canapé qui peut vous coûter au moins à 600 € et vous partez à la BSE, vous pouvez l'avoir à 100 €. Bon, je me dis que c'est vraiment gratuit. Vous êtes la meilleure publicitaire de la BSE ce soir. Donc ça vous permet de vous meubler de manière neuve, de manière qualitative aussi. Vous vous attendiez à de tels produits quand vous avez découvert la BSE ? Non, pour moi, quand j'en ai entendu parler, pour moi, c'était vraiment... c'était quelque chose qu'on allait prendre comme ça à la vat'asseoir. Mais quand je suis venue, j'ai vu le canapé, j'ai vu la qualité, j'ai vu ma table à manger, j'ai vu la vaisselle. Franchement, avec le prix
auquel j'ai acheté, j'ai dit waouh, c'était vraiment un cadeau. Bon, un beau cadeau auquel vous avez participé. Et donc, ça fait 10 ans, comme vous savez, on est là pour un anniversaire, Oui. que la BSE existe. Qu'est-ce que vous avez envie de partager pour qu'elle devienne encore plus grande, encore plus importante, qu'elle puisse toucher tout le monde et que tout le monde puisse avoir voilà, un beau salon, une belle salle à manger, une belle cuisine et puisse en bénéficier? Je ne pense pas que ça soit un peu accessible à tout le monde, vu qu'avec les prix auxquels on achète, si tout le monde devait y accéder, vraiment, on n'irait pas dans d'autres coins. Mais là, je ne sais pas, puisque c'est vraiment du social, si je pourrais dire de la sorte, c'est des personnes qui sont vraiment dans une certaine précarité de la vie. Donc, du coup, je crois que c'est largement suffisant tout ce qu'ils font. Connaissant un peu les équipes, suffisant, ça suffit pas généralement. Merci beaucoup, Madame Cissé. Merci à vous. Bon, alors, j'espère que les équipes sont motivées maintenant par ce premier témoignage. Je vous propose de rentrer dans un deuxième tableau qui consiste à étudier, je vous rassure rapidement, comment on accompagne vers le logement et l'autonomie avec des personnes de terrain, avec des personnes plus institutionnelles et avec des mécènes. Et j'appelle sur scène Nelly Tissier, Juliette Sicot-Crevé et Johanna Bouéré. Alors Nelly, donc vous êtes responsable de service et vous êtes conseillère, vous avez un double intitulé important chez Séquence, qui est un bailleur social, qui est un partenaire et un financeur de la BSE. Vous couvrez un nombre important de logements en Île-de-France et vous travaillez avec les acteurs publics pour l'accession au logement social de personnes hébergées ou sans logement personnel. J'ai tout bon ? C'est tout bon. Super, merveilleux. Alors vous avez un partenariat qui est récent, mais qui a quand même 2 ans, ce qui fait quand même une petite temporalité, avec la BSE. Alors, au départ, dans vos missions, si j'ai bien compris, équiper les locataires, leur donner l'accessibilité à du bien matériel, c'est pas dans votre mission. Non. Donc, ma question, vous l'aurez deviné, pourquoi vous avez enclenché ce partenariat avec la BSE ? Alors, parce qu'on s'est rendu compte que lors de l'accession, on n'accompagnait pas du tout les familles sur l'ameublement. Et sur le terrain, on avait nos gardiens qui nous indiquaient qu'il y avait des problèmes d'appropriation des logements, des parties communes, etc. Et au niveau du service social, on intervenait beaucoup plus tard quand il y avait un endettement de loyer. Et on s'est rendu compte que souvent, l'endettement était généré par un ameublement, pour des personnes qui passaient un peu à travers les mailles du filet sur les aides à l'accès, et du coup qui s'étaient endettées sur l'achat, l'acquisition de mobilier pour se décorer, pour enfin, le strict minimum aussi au niveau frigo, table, chaises, etc. Avec aussi des personnes qui avaient des parcours très complexes et qui n'étaient pas du tout ameublés parce que pas d'accès aux travailleurs sociaux de secteur pour pouvoir accéder à la BSE. Voilà. Donc ce partenariat vous permet d'adresser une cause en amont. Et comment ça se déroule justement ce lien, donc cette prescription vers la BSE de vos futurs locataires ou de vos locataires actuels ? Alors la particularité de notre partenariat, c'est qu'on va toucher des publics allant de la personne qui sort de son hébergement, un parcours d'errance, les femmes victimes de violences conjugales et les jeunes en sortie de FJT sans liens familiaux. Donc déjà, on a ces critères-là. On identifie les familles lors des commissions d'attribution. Ensuite, au niveau de l'équipe sociale, puisqu'on est sectorisé chacune sur un secteur, on va prendre contact avec les familles, on va leur présenter la BSE, qui est plutôt bien perçue par les familles, et notamment souvent le fait de ne pas avoir cette étiquette et stigmatisation sociale en se disant, en fait, vous allez devoir payer quand même votre produit, et on fait le point sur les besoins, sur le budget, ce qui nous permet de créer du lien aussi avec ces nouveaux arrivants et aussi de permettre de travailler sur cette installation. Et au bout de ce bilan, donc de ces 2 ans, est-ce que, donc ça a certainement changé vos pratiques,
Mais qu'est-ce que ça a fait en interne? Est-ce que ça a changé parce que souvent, une rencontre avec la BSE, ça change les gens. Donc, est-ce que ça a changé aussi vos équipes? On découvre un partenariat bienveillant. Et j'insiste, et on a beaucoup insisté sur les copiles, où vraiment il y a un travail, une collaboration avec les équipes du secteur et les équipes de la BSE. Et au niveau de l'équipe, on est vraiment sur une démarche positive. On n'est pas sur un traitement d'impayé, une problématique particulière. Là, on est vraiment sur une démarche positive et ça leur permet aussi de se recharger en positif. Et ce partenariat est vraiment bénéfique pour nous aussi. Voilà. Bon, j'espère. Et j'avais aussi, au niveau du bailleur, il y a quand même, c'est affiché en plus là-bas, c'est un constat en fait des impayés de loyer qui diminue sur les les nouveaux arrivants, et un lien qui se crée avec le bailleur, qui désacralise un peu, parce qu'on est vraiment grosse usine par rapport à des familles qui n'ont peut-être parfois vu que leurs travailleurs sociaux ou le centre d'hébergement avec la personne qui accompagnait, et donc là d'avoir un lien avec les familles en amont. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Juliette Sicocruet, vous êtes la déléguée générale du fonds SEB. SEB qui soutient la BSE depuis le début, donc c'est ancien, ancré, mais toujours très vivant. Le but de votre fonds, c'est de lutter contre l'exclusion. Et ça passe par l'équipement du logement, mais vous accompagnez également la BSE avec un soutien financier et un soutien donc multimodal dont vous allez nous parler. Alors vous, peut-être pas vous en tant que tel, mais quand SEB a rencontré la BSE, quels sont les points qui ont favorisé le rapprochement entre les deux structures et la mise en place du partenariat? Il y a sûrement deux éléments. L'un est connu, l'autre peut-être moins connu. La raison d'être du groupe SEB est de pouvoir contribuer au mieux vivre dans le logement grâce à la fabrication, la commercialisation d'appareils de petits électroménagers et d'ustensiles de cuisine. Et pour ça, en fait, on veut toucher le maximum de gens. La deuxième raison, et c'est celle que vous venez de citer, et elle est peut-être moins connue, c'est que nous sommes un groupe qui commercialise des marques comme Tefal, comme Moulinex, comme Calor, comme Krups, etc. Et bien nombre d'entre elles sont ici présentes dans ces lieux, et ça fait du bien. Et nous sommes un groupe majoritairement familial, créé il y a 165 ans aujourd'hui, et les valeurs humanistes de nos fondateurs sont vraiment très prégnantes, présentes, et c'est pour ça que nous nous sommes engagés dans la création d'un fonds de dotation, dont je suis effectivement la déléguée générale en tant que directrice du développement durable. Et la mission est la lutte contre l'exclusion, et c'est pour ça en fait que ça paraît une évidence de pouvoir être aux côtés d'une initiative comme celle de la BSE qui s'est créée, et ce dès le début. C'est en même temps une forte responsabilité et une vraie fierté. Ça me permet de remercier les personnes qui ont eu l'idée, puisque ce n'était pas moi, je n'étais pas effectivement là à l'époque. J'espère que je pourrai l'emmener pour les 10 prochaines années. Vous l'avez entendu, vous le savez vous-même, quand vous vous levez le matin, les accessoires de la cuisine sont absolument essentiels pour se réveiller. Avoir un aspirateur pour faire que son salon soit propre, avoir un sèche-cheveux dans sa salle de bain, c'est valable pour tout le monde et c'est particulièrement valable pour les gens qui sont en train d'accéder à l'emploi pour se reconstruire, pour se sentir vraiment bien. Vous l'avez déjà entendu, je ne vais pas le répéter. Je voulais juste en fait rajouter la dimension cuisine, ustensiles de cuisine, alimentation, qui est aussi un élément majeur de notre engagement. On sait bien que l'alimentation précaire entraîne tout plein de problèmes et que le fait maison avec des ustensiles qu'on a vraiment envie d'utiliser, c'est aussi un vrai bonheur. On l'a entendu dans des verbatims, hein. Je n'ai pas inventé un jeune homme, par exemple, qui a dit que c'était un vrai bonheur de pouvoir avoir ses ustensiles Tefal pour pouvoir faire sa cuisine et pouvoir, en fait, non seulement la goûter, mais la faire partager. Et quand on est ensemble depuis 10 ans comme ça, qu'est-ce qui fait que ça dure? Qu'est-ce que vous retrouvez dans la BSE, si j'ose dire, que vous retrouvez nulle part ailleurs? Qu'est-ce qui fait son unicité? J'ai envie de dire que bien sûr on peut noter l'engagement formidable, le professionnalisme aussi exceptionnel, la vivacité des idées, de l'énergie qui est dispensée. Ça a déjà été dit. Ce que je voudrais en fait souligner, c'est nous travaillons avec d'autres
associations dans le cadre de la fondation. Donc c'est pas pour dire qu'on a de quoi benchmarker, mais on a un tout petit peu en fait l'habitude. Et on voit bien en fait quand ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus intuitif presque, d'apporter justement quelque chose aux ceux qui ont besoin. Et ce qu'on retrouve dans la BSE, c'est vraiment cette capacité à écouter, à construire avec ses parties prenantes, et qu'elles soient privées et manifestement qu'elles soient aussi plus publiques, qui permet en fait de trouver des nouvelles idées et qui sont toujours dans le but de faire du bien. Juste l'exemple, hein, il a été cité à l'instant, la première antenne en dehors de Paris, de Lyon, elle a été en fait suggérée par le groupe SEB. Aujourd'hui, c'est la deuxième antenne pour être la deuxième créée. Je vois aussi que c'est la première en fait qui accueille des personnes seniors. Et ils ont aussi beaucoup besoin. Donc voilà, on l'a fait ensemble, ils nous ont écoutés. Ça a donné des petits, puisque maintenant on peut faire le tour de France. Il faut continuer en fait dans ce sens-là. Beaucoup de réactivité, beaucoup de créativité, beaucoup d'essaimage. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 10 prochaines années ? J'ai envie de nous souhaiter que dans ce partenariat qui s'insère dans la durée, qu'on puisse et qu'il puisse, la BSE, continuer à pousser les limites des partenariats multipartites qui soient de plus en plus solides, parce qu'on sait très bien que dans cet énorme chantier qui est l'aide à prendre en fait un nouveau tremplin, on a vraiment besoin d'un maillage très 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 fort et que tout seul, un seul acteur n'y arrive pas. Et que c'est par la solidité du maillage et des partenariats qu'on pourra faire en sorte que ce soit pérenne et qu'on trouve en fait des nouvelles idées, de faire en sorte de donner plus de travail à des personnes en réinsertion, au-delà de l'équipement qu'on peut donner nous avec une Tefal ou Moulinex, comme vous l'avez fait dans l'équipage. C'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire. Et ça me paraît vraiment être aussi des chantiers très importants à réaliser. Merci beaucoup, Juliette. Donc, Johanna Bouéré, si vous voulez bien, je vais vous donner la parole puisque justement, on va parler de chaîne. Je rappelle que vous êtes chef de projet mission, accompagnement, parcours et accès au logement au sein de la DIAL, qui a des échanges réguliers avec la BSE qui lui ont permis d'affiner des modalités d'intervention et justement de s'inscrire dans cette chaîne du logement dont on va parler. On vient d'entendre des témoignages d'une cliente bénéficiaire, de partenaires sociaux, d'une entreprise. Qu'est-ce que vous retenez de ces premiers échanges ? À la DIAL, nous, on porte un plan gouvernemental qui s'appelle le logement d'abord et qui vise en fait à faciliter et accélérer l'accès au logement des personnes sans abri, donc des personnes qui sont soit à la rue, soit des personnes hébergées dans des centres d'hébergement, chez les tiers, etc. C'est un plan avec beaucoup d'axes de développement, parce qu'évidemment, vous vous doutez que tout ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc, pour nous, on mobilise à notre niveau national beaucoup d'acteurs au niveau local, les services de l'État, les associations, les collectivités. Donc voilà, c'est vraiment un énorme travail auquel beaucoup de monde participe. Et en fait, d'entendre là les différents témoignages, ça nous amène en fait à réfléchir à comment, une fois que les gens ont accédé au logement, ce qui est déjà ce qui est un premier objectif, ça m'évoque le fait de maintenir les gens dans le logement. Parce que c'est évidemment un autre enjeu qui arrive après l'accès au logement. Et quand Nelly disait que des personnes qui arrivent dans le logement social en fait, peuvent avoir des difficultés pour s'approprier son logement, et que le fait d'avoir un équipement de qualité qui a pu être mis à disposition par des entreprises facilite ce maintien. C'est vraiment un ingrédient indispensable pour que tous les efforts que tout le monde a pu faire pour faire accéder la personne à un logement ne soient pas vains. Et dans cette chaîne, donc on voit bien l'apport essentiel de la BSE. Comment est-ce que, selon vous, elle s'inscrit ? À quel endroit, quelle est sa place ? Clairement, je reprendrai l'expression du dernier kilomètre. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un processus qui prend parfois du temps. Ça demande, quand je parle de l'accès au logement des personnes sans abri, ça demande un changement de pratique aussi, de pratiques sociales, des nouvelles habitudes. Et
Et d'avoir vraiment ce dernier kilomètre qui est pris en compte, pour nous, c'est indispensable. Il y a, pour vous donner un chiffre, depuis le début de ce plan quinquennal, on arrive quasiment à la fin, là, en 2022, on a près de 400 000 personnes qui ont accédé à un logement qui était préalablement, comme je vous le disais, hébergé ou à la rue. Donc l'enjeu, il est énorme. Et effectivement, le fait d'accompagner ces personnes dans le logement, mais si on les laisse dans un logement vide, voilà, on sait que c'est des personnes qui ont des très très faibles, voire très peu de ressources. La BSE fait vraiment un travail indispensable en fait, voilà, pour qu'on aille au bout de la démarche et d'assurer ce dernier kilomètre. On parle des personnes qui ont donc accès au logement mais qui sont privées de confort. Est-ce que, selon vous, on peut parler, quel est le rôle de la BSE dans ce schéma si on évoque un droit à l'équipement? Si on se dit il y a un droit au logement, il y a un droit à... Voilà, il n'y a jamais assez de droits, de toute façon. Mais est-ce que la BSE est, selon vous, légitime pour se dire on va défendre un droit à l'équipement qui s'inscrit justement dans cette chaîne de la politique du logement? Oui, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à défendre, c'est sûr. Nous, au niveau ministériel, là, comme je vous le disais, on est sur un plan quinquennal qui se termine cette année. On réfléchit à un second plan, donc voilà, tout ça est en réflexion. Et peut-être que l'enjeu de ce fameux dernier kilomètre et de l'équipement et d'être sur le matériel vraiment pourra être quelque chose sur lequel on réfléchira. Et en tout cas, clairement, la BSE sera un acteur indispensable pour nous aider à concrétiser ça. Merci beaucoup, merci à toutes les trois. Je vous laisse descendre de scène. Et aussi les mécènes qui sont dans la salle, qui sont déjà venus sur scène et qui vont me rejoindre, savent que leur rôle est crucial pour renforcer l'impact associatif. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous accueillir tous les quatre pour les deux tableaux en même temps. Marie-Astrid, Angelina, l'amie que je vois avancer, Marie-Laure Faure, que j'ai vue tout à l'heure, et Eric Weisman-Morel. Bonsoir, venez me rejoindre. Installons-nous. On va avoir deux sessions, donc une sur le lien entre l'économie circulaire et la solidarité, si je peux résumer ainsi, et l'autre sur l'impact, qui est un mot qui n'est pas qu'à la mode, et sur les liens entre les entreprises mécènes et leur importance pour le monde associatif. Mais nous allons commencer par parler de réemployer les invendus pour plus de solidarité. Vous, Marie-Astrid Raoult, vous êtes directrice de la fondation Carrefour, qui est plus qu'un partenaire historique. Vous avez co-créé Carrefour, pas vous, voilà, la BSE il y a 10 ans en faisant le don de plus de 100 000 équipements. Comment s'est géré ce sujet majeur des invendus à la conception, donc il y a 10 ans, et aussi, surtout, ce qu'on a envie de savoir, c'est comment il a évolué depuis. Comme leur a dit Charlie tout à l'heure, ça partait déjà d'un rendez-vous, d'une demande de matériel uniquement. À l'époque, je pense qu'on ne parlait pas trop d'invendus, on cachait ses stocks, enfin, on avait du surstock, voilà. Enfin, c'était pas géré comme aujourd'hui. C'est comme ça que ça a démarré. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel moment Charlie et Vanessa, par la suite, ont structuré cette idée de banque solidaire de l'équipement et comment ça s'est co-construit avec Carrefour, en partant juste d'une idée et de quelques semi-remorques qui arrivent, avec du matériel. Et après, comment on arrive à dynamiser avec des équipes de supply chain qui s'approprient le sujet et comment on gère un peu ce partenariat juste sur ce don d'invendus non alimentaires pour équiper dans cette belle histoire. Moi, je suis arrivée il n'y a que 3 ans à cette fondation et c'est vraiment... Voilà, je pense qu'on ne pense pas à cet après. C'est pas le tout d'avoir un toit, comme vous le disiez. Il y a la suite et s'approprier un logement n'est pas si facile pour ces personnes si éloignées. Et c'est comme ça que ça s'est monté. Ensuite, les relations se sont construites avec la fondation et pour développer la BSE et en faire ce qu'elle est aujourd'hui.
on était peut-être précurseur d'une loi AGEC d'aujourd'hui. On le faisait déjà depuis 10 ans avant sur nos échantillons fournisseurs. On a tout de suite, nous, un entrepôt sur ce sujet. Donc, on n'a pas attendu. Carrefour n'a jamais attendu pour être solidaire sur ces sujets-là. On les gère comme ils arrivent en entrepôt, ça dépend aussi des collections, mais ça reste un partenariat solidaire, c'est-à-dire on essaye c'est le nerf de la guerre, comme vous le disiez, mais après on a travaillé sur cette structuration, et c'est là qu'est intervenue la Fondation pour financer la structuration, participer aussi à la mise en place de toute la partie de l'équipage, de la formation logistique. Vanessa le disait tout à l'heure, comment on a travaillé ensemble sur ces sujets pour accompagner un projet solidaire au profit de bénéficiaires. Et donc, au-delà de la gestion des invendus, vous avez donc participé à la formation, au financement. Est-ce que c'est ça qui le rend unique, ce partenariat, selon vous ? Il le rend unique parce qu'il a été monté ensemble. Il a été co-construit. On ne peut être que fier. Il est aussi inscrit dans l'ADN de Carrefour et de la Fondation et des équipes. Je pense qu'on essaye tous les ans de revoir ensemble comment continuer à l'accompagner différemment. Et justement, qu'est-ce que vous voudriez défendre, mener, arriver à faire dans 10 ans ? Dans 10 ans, c'est s'adapter. Et je crois qu'en fait, c'est ce qu'on doit dire de ce partenariat, c'est toute la notion de transparence, savoir se parler franchement, savoir, nous, avec notre savoir-faire interne, de pouvoir développer ce qu'on sera ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je suis arrivée en même temps que Marianne pour le déploiement. Il a fallu qu'on se réinvente, on s'est retrouvés face à face. Au début avec Vanessa, on s'est parlé franchement, après c'était Marianne. Et en fait, c'est cette franchise, cette transparence de partenariat qui est qualité, et cette montée de professionnalisme, en fait. Et ça, c'est à toutes les équipes qu'il faut le rendre. On ne se parle pas avec un partenaire de 10 ans, peut-être avec comme un nouveau partenaire qu'on a eu depuis hier. Et je pense que c'est l'adaptation à notre société, l'adaptation aux lois qui viennent rejoindre tous ces mouvements d'invendus alimentaires, non alimentaires et alimentaires aussi. Mais c'est comme ça qu'on construit, c'est en étant transparent, franc, de voir demain, de s'adapter à la société qui évolue. Et ça, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter, c'est de continuer sur cette ligne. C'est tout ce que je vous souhaite, mais il me semble que c'est inscrit dans l'histoire et dans l'ADN, même s'il évolue, de la BSE. Merci beaucoup, Marie-Esri. Éric Weisman-Morel, vous êtes directeur du développement de Eco-Mobilier, qui est un organisme qui est chargé du traitement des meubles d'usagers. Alors, Marie-Esri, elle a préparé ma transition vers la loi AGEC, qui a une application qui est très récente. En tant qu'éco-organisme, comment est-ce que vous mettez en place cette obligation de réemploi et comment les entreprises qui sont vos membres, comment les entreprises s'en emparent ? Oui, merci. Alors, simplement Eco-Mobilier, qui est un éco-organisme, donc nous, on était plutôt tournés historiquement vers les produits usagés et nos partenariats les plus anciens sont plutôt sur le réemploi des produits usagés avec Emmaüs Défi et des groupes Emmaüs ou des ressourceries partout en France. Je vous livre un scoop, on va changer de nom, on va s'appeler très bientôt Eco-Maison, puisqu'Eco-Maison va aussi récupérer des produits usagés, du bricolage, du jardin, des jouets, et puis peut-être plus tard du bâtiment. Et ce qui a changé avec AGEC, c'est qu'effectivement, avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est qu'effectivement, nous avons aussi été amenés à nous intéresser aux produits neufs, que les entreprises, pour celles qui sont citoyennes ou engagées, donnaient déjà, d'une façon ou d'une autre, mais ces produits neufs qui doivent être aussi aujourd'hui donnés ou prioritairement donnés à des associations. Si ces dons ne sont pas possibles, le recyclage reste une alternative, évidemment, avec notre obligation réglementaire là-dessus. Et donc de travailler avec les entreprises pour pouvoir en fait à la fois les sensibiliser et lever les freins vers le don solidaire, de façon à ce que ces produits-là, par facilité, n'aillent pas vers le recyclage, mais aillent plutôt vers des associations. Et pour nous, c'est important de bien distinguer, d'ailleurs, les deux métiers ou les deux
les deux façons de dire les choses. Quand on parle de réemploi ou de réutilisation, on a plutôt tendance à parler de produits usagés pour que des groupes comme Emmaüs ou des ressourceries puissent, en travaillant les produits aussi et en les vendant ensuite, développer une activité et développer l'insertion. Et peut-être distinguer ça des invendus qui, eux, vont aller effectivement peut-être vers de l'équipement qui sont peut-être en nombre plus important, avec des caractéristiques qui permettent de répondre à des besoins comme ceux de la Banque solidaire de l'équipement. C'est pour nous une nouveauté. En fait, c'est un nouveau métier depuis 9 mois de travailler sur les invendus. De votre point de vue, donc la BSE, donc dans tout ce qu'elle a d'unique, de caractéristiques, et aussi son implantation sur 5 grandes métropoles, comment est-ce que elle peut s'inscrire dans ce contexte et aussi à quelles conditions de réussite? Alors, ça m'est bien difficile de répondre à cette question. Non, de notre point de vue, on avait, il y a longtemps avec Vanessa, essayé de trouver des façons de faire. Nous, aujourd'hui, on a 2 axes principaux, je le dis, c'est pour les entreprises. On a un premier axe qui est d'avoir créé nous-mêmes une plateforme du don qui permet en fait aux entreprises qui ont des stocks ou qui ont à un moment donné, pour des raisons de saisonnalité ou de fermeture de magasins, besoin de mettre à disposition ces produits. Donc on a une plateforme de dons qui donne un peu plus de visibilité. Elle a démarré au début de l'année. On a à peu près 1 millier de produits qui a permis justement à des associations d'accéder à ces invendus. Donc cette plateforme de dons, elle va être accessible. Elle ne l'était pas encore. Elle va être accessible à la Banque solidaire de l'équipement et peut-être à des associations comme ça sur des enjeux aussi d'hébergement. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe de développement qu'on peut accompagner pour la Banque solidaire, c'est une sensibilisation de plus en plus fine des entreprises. Jusqu'à très récemment, elles ne pensaient pas à nous pour les invendus. Ça ne transitait pas tellement par notre système de recyclage. C'était soit des partenariats, soit ça partait malheureusement en destruction, mais un peu en direct. Et j'avais presque dit un peu en loose day du côté des entreprises. Là, on devient un interlocuteur, donc on va peut-être pouvoir être un peu plus en amont des besoins des entreprises pour conseiller, pour orienter, pour acheminer ces produits vers la Banque solidaire de l'équipement et éventuellement d'autres associations qui en auront besoin dans les territoires. Voilà, pour les inciter à donner. Donner, voilà. Merci beaucoup Marie-Astrid Raoult et Eric Weisman-Morel. Et là, on va parler donc d'impact, puisque c'est quand même le but, et de comment renforcer l'impact associatif par le mécénat. Alors, je vais donner la parole à Angelina Lamy. Vous êtes déléguée générale de la Fondation d'entreprise Accenture, France et Benelux. Vous soutenez donc la BSE depuis 2013. Vous avez mis à disposition des consultants et vous avez travaillé, et vous allez nous raconter, ce qu'on en a un tout petit peu parlé, sur des questions extrêmement techniques mais qui ont changé la vie de la BSE puisque ce sont des logiciels qui ont permis que ça roule bien, que ça roule mieux et que ça roule vite. Comment vous concevez votre accompagnement et votre engagement de long terme aux côtés de la BSE? Merci. Alors, je voudrais d'abord rendre un hommage à Emmaüs Défi. Alors, il y a 8 ans, effectivement, Emmaüs Défi, avec la BSE, a eu l'audace de se dire « Allez, on va taper à la porte d'Accenture et on va leur dire « Allez, on a besoin de Salesforce. » Salesforce. Si vous dites le mot à une assoce, la sauce, généralement, elle commence à trembler, quoi. C'est énorme, la maintenance va être impossible, etc. Et bien, Défi, ils sont venus nous voir. Allez, chiche, on met en place Salesforce. Et donc, on a dit OK. Mais vous êtes sûr, vous savez ce que c'est? Donc, OK. Et donc, en fait, Salesforce, aujourd'hui, je pense que ça a permis de contribuer au développement de la BSE. Parce que j'ai revérifié les chiffres avec Aurore, mais je crois qu'il y a près de 10 000 familles. Vous avez déjà ou 11 000 familles bénéficiaires, 3 500 référents sociaux. Dès lors qu'on parle de gros chiffres comme ça, un CRM type Salesforce est complètement approprié. Il y a 8 ans, ils n'étaient pas avec des nombres pareils. Donc, c'est quand même hyper audacieux. Donc, voilà, je voulais juste rendre un vrai hommage, parce que c'est la première assoce, parce que Accenture fait beaucoup de mécénat de compétences pour mettre en place des solutions technologiques dans les associations. Mais pour autant, il y a 8 ans, c'est vraiment la première association où on a mis en place Salesforce, quoi. Et la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les équipes de la BSE appellent en direct nos développeurs. C'est absolument hallucinant. Il y a une sorte de hotline qui s'est créée, naturelle. Et quand je dis nos développeurs, il y a Célia qui est dans la salle, je ne sais pas où elle est. Donc Célia, Cédric, enfin, il y a une quinzaine de développeurs qui
et de consultants qui interviennent et qui répondent à la BSE et qui mettent en place des évolutions. Donc ça marche tout seul. Je ne suis plus du tout dans la boucle. C'est absolument parfait. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est la magie de défi, quoi. Donc voilà, moi j'adore ce partenariat parce que ça marche très très bien naturellement. Il y a une sorte de magie que vous savez créer. Donc Charlie, Rémi, Vanessa, Marianne. Et franchement, j'ai envie de vous dire merci parce que, et c'est vrai, parce que vous savez créer une vraie relation de partenariat. Les consultants aiment beaucoup travailler avec vous. Alors, je ne vais pas lire tous les verbatim que j'ai eus pour préparer cette table ronde. Mais là, je ne fais que les représenter ou faire le porte-voix. Vous êtes hyper pro. Vous leur permettez d'avoir de l'impact, d'avoir peut-être un autre sens au quotidien dans leur boulot. Célia confirme. Et donc voilà, je voulais juste vous dire merci et j'espère qu'on continuera encore. Alors, je ne sais pas ce qu'on va vous mettre en place comme solution technologique pour demain. Je ne sais pas, SAP, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais je suis toute confiante. Je suis votre première cliente. Voilà, bon, à part quelque chose d'encore plus, un défi encore plus grand, qu'est-ce qu'on souhaite pour ce partenariat entre la Fondation Accenture et la BSE ? Déjà que ça continue ainsi, je n'ai pas de doute, et qu'il y a encore un enjeu de... on a aidé 50 000 familles, aujourd'hui il y en a 11 000, on a 50 000 fiches clients, Salesforce explose, et on a besoin d'une solution encore plus grande pour optimiser, pour permettre d'accompagner plus de gens, avec toute la gestion logistique derrière que ça amène et l'expertise que ça requiert. Merci beaucoup, Angelina. Je n'ai jamais entendu quelqu'un avoir une flamme pareille pour un logiciel et déclencher les applaudissements d'une salle. Donc Marie-Laure Faure, vous êtes la directrice générale de FM Foundation et FM Logistics soutient la BSE depuis 2 ans. C'est un mécénat qui, pour eux, est vraiment crucial, qui est multimodal. Vous allez nous en parler. Qu'est-ce qui, alors que votre fondation était naissante, toute jeune, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, tiens, ce qu'on a compris avec la BSE, c'est audacieux, il faut quand même s'accrocher. Le défi est beau, mais le défi existe. Qu'est-ce qui vous a dit, tiens, ça, il y a des éléments où je me dis, ça va être une réussite, ce partenariat ? Alors moi, lorsque je suis venue pour la première fois pour visiter ces lieux, finalement, je ne me suis pas sentie trop dépaysée parce que j'ai vu un entrepôt, j'ai vu des Rolls, j'ai vu un petit camion. Puis je me suis dit, waouh, mais il faut de la logistique urbaine comme nous. Et en fait, cette visite, elle m'a beaucoup inspirée parce que j'ai vu beaucoup de sujets qui nous rassemblent. Premièrement, le métier. On a des plateformes non loin d'ici, du coup, la proximité qui facilite le partenariat. Et puis le troisième élément, ça a été les équipes. L'essentiel pour que ça marche. Et effectivement, j'ai rencontré des équipes motivées, passionnées, engagées pour la bonne cause. Et je me suis dit, mais chez FM, on a les mêmes. Donc, tout à l'heure, vous aviez écrit sur l'introduction sur votre tableau, unir, s'unir pour agir. Et en fait, on a été en plein là-dedans. Et donc, j'ai demandé si on pouvait organiser un conseil d'administration ici, pour déjà continuer à sensibiliser, à montrer, parce que quand on voit, c'est encore différent que quand on va raconter ce qu'on a vu. Donc, tout le monde a ressenti la même chose et avec la même envie. Et puis après, on a rassemblé les équipes. Et les équipes FM sont venues ici, les équipes d'Emmaüs sont venues sur les plateformes pour bien se connaître, bien se comprendre. Quel est votre besoin, vous, Emmaüs, la BSE, et comment est-ce que nous, on va pouvoir y répondre. Et à partir de là, tout s'est enclenché naturellement, sincèrement. Et ce qui est formidable, parce qu'en fait, on a plein de points communs. On a souvent parlé logistique, dons, les dons de Seb. Puis en plus, Seb est un client. Les dons de Carrefour, Carrefour est un client. Pour moi, c'est formidable parce que ça donne encore un autre sens, en plus de ça, à notre relation.
Et quand il n'y a pas assez de place ici, eh bien, on appelle Sophie, engagée, acteur de la fondation, parce qu'elle a une plateforme non loin d'ici. Et puis, les plateformes SEB, les palettes SEB sont stockées. On fait donc du don en nature à travers du stockage. Et puis il faut transporter. Et puis on achète le même matériel. Donc Marie-Josée qui est là, quand elle achète, en fait, elle fait une ouverture de contrat pour dire il faut faire bénéficier Emmaüs Défi. Et puis voilà. Et voilà comment on avance. Et voilà pourquoi on aime ce partenariat, parce que il est bien vivant. C'est tout le monde qui, avec fierté, avance dans le même sens. Nous, ça nous fait vibrer parce qu'en même temps, on fait vivre nos valeurs d'entreprise familiale, parce que nous sommes également aussi une entreprise familiale. On a envie de développer la chaîne de solidarité parce que Ikea représente beaucoup et Ikea fait aussi partie de nos clients. Donc en fait, on a, même si c'est que 2 ans, mais on voit qu'on a encore plein de choses à développer. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous passionne. Et voilà quoi. Et quand on peut agir aussi avec le cœur, et quand on peut tous ensemble agir pour une population qui n'a pas eu forcément les mêmes chances que tout le monde, et agir au service d'une meilleure vie pour ces personnes, voilà quoi, c'est merveilleux. Merci beaucoup Marie-Laure pour le coup pour ce prix du cœur. Merci à tous les 4. On pourra poursuivre les échanges après. Merci pour votre implication et pour votre éclairage. Et merci pour tous les beaux tableaux qu'on vient de passer. Et ce que je vous propose, non pas pour finir, mais pour faire une transition, c'est de prendre un petit peu de hauteur. Parce que, alors, on a parlé des 10 ans, on a beaucoup demandé ce qui allait se passer pendant les 10 ans suivants. Donc moi, je vous propose... Enfin, pas moi, mais qu'on se penche sur la question de l'évaluation pour mieux préparer l'avenir, et qu'on se penche sur une étude qui a été réalisée par Coeris en 2021-2022 sur la BSE, vous l'aurez deviné, grâce à un financement d'Emmaüs France. Adrien Baudet, bonjour. Donc vous êtes le directeur de Coeris, ce cabinet qui a mené l'étude que vous allez nous présenter. Vous accompagnez les structures de l'ESS, dont la BSE, sur l'étude de leurs impacts. C'est un sujet que vous connaissez bien, puisque vous êtes l'auteur d'une thèse sur le sujet, et en plus vous l'enseignez dans de grandes écoles que sont HEC et l'ESCP. Je vous laisse la scène pour présenter votre étude. Merci beaucoup Flavie, bonsoir à tous. Effectivement, l'équipe de la BSE m'a demandé de venir intervenir avec un titre qui était « Regard », pour finir cette série de tableaux. Et regard sur l'impact économique de la BSE. Alors je vais essayer en 5 minutes, et en bon consultant avec quelques slides, de vous parler de ce sujet. En disant, pour commencer, que l'impact économique de la BSE, il faut bien dire qu'il n'est pas forcément intuitif, ce sujet, qu'il est peut-être un petit peu décalé, au sens où l'équipe cherche d'abord à changer la vie des gens, et pas à créer un impact économique. Mais je vais essayer de vous montrer qu'on peut aussi regarder la BSE sous cet angle-là, en m'appuyant donc sur une étude qu'on a réalisée avec l'équipe de Marianne au cours de l'année. Alors je vais commencer par vous remettre un petit peu dans le contexte, des éléments que d'ailleurs Marianne a évoqués. En 2021, l'équipe avait déjà un certain nombre de travaux, d'études d'impact social, réalisés donc par des confrères, qui montraient que l'action de la BSE favorisait l'appropriation du logement. D'accord ? Donc il se passait des choses positives dans la vie des personnes. Et l'équipe est arrivée et nous a sollicité avec une question qui était grosso modo formulée comme ça. Est-ce que derrière cet impact social, il n'y a pas des retombées économiques positives pour certaines de nos parties prenantes ? Parties prenantes comme des bailleurs sociaux, Séquence qui est intervenu, parties prenantes publiques, communes, CCAS, services de l'État, etc. Et même entreprises, certaines se sont prêtées à l'exercice. Alors impact économique, comment ? Quelle nature? Qu'est-ce qu'on pourrait changer en termes économiques? Impact économique, combien? Combien d'euros? Quelles retombées peut-on mesurer? Et puis si on arrive à les montrer, ces impacts économiques, qu'est-ce que ça change sur le regard porté sur la BSE?
Et donc je vais essayer en 2 pages de vous montrer ce qu'on a éclairé ou ce qu'on a montré de la BSE, en commençant, si vous voulez bien, par la question des bailleurs sociaux et de la puissance publique. Si vous voulez ne pas vous embêter, affichez tout et je vais me débrouiller. Donc on est reparti pour cette étude de ce qu'on savait déjà. La BSE favorise donc une meilleure appropriation du logement. Nous, on a regardé ça et on s'est dit, si le logement est plus approprié, c'est probablement qu'on évite des ruptures, des incidents dans le parcours des personnes. Situation d'impayé, situation de surendettement, situation de départ précoce du logement, situation de troubles de voisinage, des éléments de ce type-là. Et donc on a essayé, avec l'aide de parties prenantes de la BSE, de recueillir des statistiques, des chiffres, pour essayer d'estimer combien de fois on évitait ce genre de choses. Combien de fois on évite des situations d'impayés, combien de situations de surendettement on a évité grâce à l'action de la BSE. Je vous donne un chiffre pour illustrer. Sur 1300 personnes bénéficiaires, on a estimé qu'on avait évité à peu près 80 situations de rupture de ce type. OK ? Pourquoi ces ruptures, elles nous intéressent ? Elles nous intéressent parce qu'elles sont en général associées à un travail de prise en charge par les bailleurs ou par la puissance publique. Prise en charge qui a un coût. Je vous donne un exemple. Quand une personne est en situation d'impayé, on va déclencher un accompagnement social, 240 € pour le bailleur. Il va peut-être y avoir derrière une procédure de recouvrement à l'amiable, 440 € pour le bailleur. Une procédure en contentieux, 1600 € pour le bailleur. Et puis peut-être un effacement de dette locative qu'on a estimé à quelque chose comme 570 € pour être précis, pour le bailleur. Donc vous commencez à voir où je veux en venir. On comprend un peu ce que la BSE permet d'éviter. On sait ce que coûtent des situations de rupture comme ça. On connaît aussi le budget de la BSE. Est-ce que des bailleurs et des acteurs publics apportent à ce budget ? Et donc on peut regarder des choses, comme vous le voyez sur la partie droite de cette page, un raisonnement sur l'efficience de la BSE. Sur 1300 personnes qu'on a accompagnées, 80 situations d'impayés évitées, ce qui nous amène à quelque chose, comme vous le voyez ici, de 160 000 € de coûts évités pour des bailleurs et pour la puissance publique. Et si on tient compte de la contribution financière que des bailleurs et des acteurs publics apportent, on peut écrire des choses comme ça. 1 € qui est apporté à la BSE par un bailleur va lui permettre d'éviter 1,34 € de dépenses. 1 € qui est apporté par la puissance publique à la BSE va lui permettre d'éviter 1,06 € de dépenses. Et donc ça, c'est un premier regard différent sur la BSE qui fait de la BSE un partenaire efficient. Sous-titre, vous pouvez y aller, ce que vous investissez dans la structure est plus que compensé par les retombées économiques. Premier regard pour les bailleurs et les acteurs publics. Donc, si on change de page et qu'on change de sujet, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne quand on se penche sur le cas des entreprises. Là, on comprend que ce ne sont pas les entreprises qui accompagnent les personnes en difficulté et qu'on ne va pas pouvoir regarder des coûts évités de la même façon. Donc, ce qu'on a fait avec Marianne et avec l'équipe, c'est qu'on a changé un petit peu d'approche et qu'on a décidé de se concentrer sur les interlocuteurs quotidiens de la BSE au sein des entreprises. Les personnes qui, grosso modo, assurent ou s'occupent de la logistique des biens dont on parle. Les chaises, les canapés, les pinces à escargot et ce genre de produits-là. Et on s'est dit que ces personnes, assez régulièrement, se trouvaient dans des situations où le don à la BSE, c'était une option parmi d'autres. J'ai un semi-remorque de pinces à escargot. Est-ce qu'il vaut mieux que je le donne ou que je le stocke ? Est-ce qu'il vaut mieux que je le donne ou que je le déstocke ? Est-ce qu'il vaut mieux que je le donne ou que je le reconditionne ? Est-ce qu'il vaut mieux que je le donne ou que je le détruise ? Ça, c'est un exemple qui n'est plus valable depuis les évolutions de loi. Vous voyez l'idée ? Et donc, on a essayé de répondre à ces questions, est-ce qu'il vaut mieux que je donne ou que je stocke, en termes économiques, en regardant, encore une fois, les coûts associés à toutes ces options. Stocker, ça veut dire le coût de l'entrepôt, le coût RH des personnes qui vont s'occuper de ces produits. Donner, ça veut dire perdre la valeur du produit, ça veut dire recevoir une déduction fiscale. Donc réfléchir comme ça aux options qui se présentent aux interlocuteurs entreprises de la BSE. Et en faisant ça, on a identifié dans cette étude des situations où, économiquement, il vaut mieux donner que garder le produit dans la chaîne logistique de l'entreprise. Je vous donne un exemple ici.
pour l'entreprise Teddy Bear qui s'est prêtée à l'exercice et qui nous a posé cette question en nous disant « Il m'arrive d'envoyer des matelas au domicile de mes clients et mes clients n'en veulent pas. » Ce qu'on appelle une situation de retour client. Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille chercher le matelas et que je le reconditionne ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je le donne à la BSE? On a pris les paramètres de cette entreprise et on arrive à des résultats comme celui-là. Les 300 premiers matelas que vous avez dans cette situation, il vaut mieux nous les donner et à partir de ce seuil, vous avez économiquement intérêt à vous en occuper vous-même. Et donc ça, c'est un deuxième regard que je voulais partager avec vous. C'est plus un outil pour la BSE aujourd'hui pour aller capter de façon plus rationnelle et chiffrée des biens, des produits dans l'entreprise en disant, vous pouvez nous soutenir pour des questions de solidarité, d'engagement, de RSE, mais on peut aussi avoir cette clé de lecture-là pour trouver les endroits où vous avez intérêt à travailler avec nous. Et donc voilà 2 regards complémentaires sur l'activité de la BSE, un partenaire efficient pour les bailleurs et pour les acteurs publics, et un partenaire qui éclaire de façon différente le don en regardant la chaîne logistique. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas tué avec des chiffres, mais c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Adrien Baudet pour ce regard édifiant. Je garde le micro si vous le voulez bien. Alors, il n'a pas pu être là en personne, mais je vous invite à ne plus me regarder, mais à regarder l'écran, puisque nous avons une visite ministérielle. Monsieur Olivier Klein, qui est ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, a adressé un message à la BSE pour ses 10 ans. Mesdames et messieurs, chers amis, présence virtuelle mais plaisir bien réel d'être un peu avec vous à l'occasion des 10 ans de la Banque solidaire de l'investissement. Cette cause est belle, cette cause m'est chère, et c'est la raison pour laquelle je tenais à vous adresser ce court message. Tout d'abord, vous souhaitez un joyeux anniversaire, 10 ans d'action au service des plus précaires, 10 ans d'accompagnement vers un logement digne et durable, 10 ans de réemploi solidaire. Merci pour votre engagement pendant ces 10 années. À travers ces équipements, vous donnez plus que du matériel. Chaque objet est un message de reconnaissance et de dignité à celui ou à celle qui a galéré à trouver un hébergement, qui a connu un accident de la vie et qui souhaite maintenant se reconstruire dans son logement. Car oui, celles et ceux qui ont eu le moins droit au confort pendant des années, parfois depuis la naissance, y ont droit maintenant. Grâce à vous. Grâce à vous, ils n'ont pas à camper dans leur nouveau logement. Ils n'ont pas à dépenser l'argent qu'ils n'ont pas dans les meubles. Encore une fois, ce sont plus que des meubles. Avoir un appartement bien meublé, c'est donner de la fierté, c'est permettre à celui ou celle qui y habite de retrouver une vie sociale et d'avoir la fierté d'y inviter des gens. Ce sont les premiers jalons de la reconstruction d'une vie qui a été bien souvent éprouvante. Ce droit au beau, grâce à vous, s'associe au droit au durable. Le réemploi est une bonne chose, le réemploi solidaire, c'est encore mieux. 1 million d'équipements récupérés, 22 000 personnes équipées, vous pouvez être fiers des résultats engrangés. Ces résultats, je le sais, il y en aura d'autres dans les années à venir. C'est parce que je crois en votre action et à travers vous en l'action de toutes les associations, grandes et petites, que je souhaite, en tant que ministre de la Ville, faciliter la vie des associations. Ça commence par leur rendre du temps. Oui, face à la paperasse, aux contraintes administratives, je veux redonner du temps disponible pour agir. J'en terminerai par là. Pour moi, les associations ne sont pas un supplément d'âme, c'est l'alpha et l'oméga de la politique de la ville. Dans un certain nombre de quartiers populaires qui ont vu quelquefois le service public se raréfier, elles sont, pour nos concitoyens, un auxiliaire du service public. Rien n'est possible sans vous. Alors, encore une fois, merci et joyeux anniversaire. Et je vous dis à bientôt et vous pouvez compter sur moi. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, je vais laisser la scène pour une conclusion digne de ces 10 ans. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'ai été honorée, j'ai été émue et j'ai été joyeuse de préparer ce très bel événement qui se poursuit bien après mon départ. Et donc, Emmanuel, je vous laisse la place, c'est ça ? Merci beaucoup, Flavie, pour avoir animé ces différentes tables rondes. Merci beaucoup à nos différents intervenants. Merci à Adrien en quelques mots de nous avoir fait partager son analyse de la BSE. C'est une préoccupation qu'on partage ici chez Emmaüs Défi, c'est faire bien sûr, mais aussi prendre un instant de recul sur
et l'évaluation de ce qu'on fait pour essayer évidemment de le déployer. Emmaüs Défi, on le dit, c'est ce lieu ici, mais c'est aussi un laboratoire d'innovation sociale qu'on essaye de déployer, et la BSE le montre aujourd'hui par son exemple dans différents endroits du territoire. J'appelle peut-être maintenant à me rejoindre Monsieur le maire et Cécile Tagliana au commissaire pour voilà, quelques mots. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Ravi, en tant que maire du 19e arrondissement, qui accueille ce marché solidaire Riquet, d'être à vos côtés pour partager cette très belle réussite, déjà à 10 ans, de la Banque solidaire de l'équipement, monsieur le ministre, et pas de l'investissement. J'étais parmi ceux, cher Charlie, qui étaient là il y a 10 ans. Vous avez fait votre chemin, sans moi, heureusement, même si on a toujours été à vos côtés pour vous accompagner. Ravi d'être là pour ce 10e anniversaire. Je ne vous promets pas d'être là pour les 20 ans, mais en tout cas, je vous souhaite bon vent pour la suite. Que retenir de ce magnifique succès? D'abord, quelques chiffres. On les a actualisés. 1 million d'équipements mis en circulation et qui font désormais partie du paysage familial de plus de 20 000, 21 22 000 bénéficiaires en 10 ans de ce dispositif innovant. Et puis plus de 5 000 travailleurs sociaux qui, à Paris beaucoup, et aussi un petit peu à l'extérieur, se sont appropriés et sont les partenaires, les auxiliaires de ce dispositif. Donc c'est en soi une très belle réussite. Mais au-delà, essayons d'en retenir quelques leçons. Moi, j'en retiendrai 3. D'abord, croyons à la force des idées. Croyons à la force de celles et ceux qui savent se rassembler, fédérer leurs engagements pour donner vie, donner corps à ces idées. Et puis, croyons aussi, en tout cas moi j'y crois, à la force que les territoires donnent pour infuser, diffuser et créer, innover des idées, des projets. Alors la belle idée, elle est évidente, mais comme souvent les bonnes idées évidentes, il faut les verbaliser et puis en faire quelque chose. C'est que quand on accompagne des personnes dans un parcours d'insertion, on s'est longtemps, et à juste titre, focalisé sur l'accès à un logement durable, stable, pérenne. C'est en soi une sacrée marche à franchir et c'est une étape importante. Mais on s'est vite aperçu, sans toujours en tirer les leçons, qu'il ne suffisait pas d'avoir les clés et de s'installer dans un logement pour s'y installer et qu'il fallait effectivement pouvoir s'y meubler, s'y l'approprier, en faire quelque chose de chaleureux, quelque chose de vivant pour voilà, simplement pouvoir y vivre. Et cette idée, pardonne-moi Charlie, presque toute bête, en tout cas tellement évidente qu'elle était aveuglante et qu'on est longtemps passé à côté, trop longtemps passé à côté, il a fallu la poser, il a fallu la mettre en avant, la faire partager et puis il a fallu lui donner un contenu et organiser un dispositif autour. Et c'est de cette idée qu'est née la Banque solidaire de l'équipement. Il a fallu fédérer. Alors un grand salut, un grand merci à Charlie, à toutes celles et tous ceux qui t'ont accompagné dans cette gestation. Ils ont été nombreux. Merci à tous les partenaires. On en a entendu quelques-uns tout à l'heure. Les fondations, je ne vais pas les citer, j'en oublierai. Et je risquerai de faire des maladresses diplomatiques. Donc en tout cas, merci à toutes les fondations, les entreprises, tous les partenaires qui se sont mobilisés. Pardonnez-moi de citer un qui me concerne un peu davantage, c'est la ville de Paris qui a d'abord mis à disposition ce lieu, un ancien marché alimentaire, un ancien marché couvert qui avait épuisé sa vie de marché alimentaire, qui est resté vide, inoccupé pendant quelques temps. Et puis à un moment donné, l'idée s'est imposée, s'est installée que Emmaüs Défi pourrait y installer ce marché solidaire qui, en 10 ans, et il n'a pas attendu 10 ans, s'est très vite imposé comme... ça a été dit, un lieu d'innovation sociale, mais plus encore un incubateur d'inclusion et de réemploi au service d'une solidarité, d'une main tendue vers ceux qui ont besoin qu'on les seconde à un moment donné, qu'on les accompagne, qu'on leur donne confiance, qu'on leur donne une force supplémentaire pour continuer à tracer leur chemin et passer à l'étape suivante. Et de ce point de vue-là, ça a été utile. Solidarité aussi et engagement aussi de la ville de Paris avec l'appropriation par nos équipes de travailleurs sociaux qui, voilà, alors pas qu'à Paris, hein, on n'a pas le monopole de cet engagement, mais c'est vrai que l'essentiel de l'activité se fait quand même à Paris, jusqu'à présent en tout cas. Ça va continuer à essaimer, à se déployer. Et donc, effectivement, la ville est très fière, et la mairie du 19e arrondissement, d'avoir été parmi les premiers à croire et à souhaiter accompagner ce projet.
J'en viens donc à la force que donnent les territoires. Moi, j'ai l'orgueil, pardonnez-moi, c'est pas un orgueil personnel, c'est un orgueil collectif, de penser que ça n'est jamais tout à fait par hasard si ce genre de projet, ce genre d'idée et cette fédération d'énergie, c'est dans ce type de territoire, quartier populaire de Paris en l'occurrence, qu'elles naissent, parce que c'est là qu'on a à la fois une confrontation au quotidien avec la nécessité d'être attentifs les uns envers les autres, de savoir s'aider les uns les autres et qu'en se tendant la main les uns les autres, en sachant s'épauler quand on en a besoin, eh bien, on se grandit soi-même parce que la dignité, elle ne se divise pas, mais elle se partage et que c'est une façon de partager ensemble cette dignité et que quand on est confronté à toutes les formes de précarité, parfois de très grande précarité, que la vie dans ces quartiers populaires nous amène à côtoyer au quotidien, eh ben on ne vit pas tout à fait comme ailleurs et on se sent co-responsable, en tout cas une forme de responsabilité dans cette situation. Donc c'est aussi notre engagement. Je suis heureux de le renouveler aujourd'hui devant vous et cette idée, elle n'est pas née par hasard ici et donc je crois qu'elle a pu puiser dans ce territoire, dans l'énergie de ce territoire et dans les défis que nous devons relever au quotidien, une force, une énergie supplémentaire. Alors, on n'est pas allé au bout du bout, il y a encore plein de choses à faire. En tout cas, on est très heureux et très fiers d'être partie prenante et puis aussi bénéficiaire de ce dispositif. Le 19e arrondissement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est plus de 40% de logements sociaux. C'est un réseau de centres d'hébergement, d'hôtels sociaux, de tout un dispositif de solidarité, d'accompagnement qui recèle bien des bénéficiaires parmi les 22 000 familles bénéficiaires. Et donc, c'est aussi un investissement sur nous-mêmes, sur notre capacité à accueillir, à intégrer, à inclure toutes celles et tous ceux qui en ont besoin et qui viennent à leur tour enrichir notre communauté de leur parcours, de leur expérience, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont enduré aussi parfois. Mais c'est tout ceci qui nous donne de la force, qui nous donne de l'humanité. Et c'est aussi tout ce maillage-là d'émotions, de réussite et de galères qui fait que nous sommes les femmes et les hommes que nous sommes, que nous pouvons avancer ensemble et croire en l'avenir. Alors on sait tout des épreuves et des défis que nous devons relever, mais ne doutons jamais de notre force et de notre capacité collective à les surmonter dès lors qu'on a de bonnes idées, qu'on sait se rassembler et qu'il y a des endroits comme ici et des territoires comme celui-là où ces belles idées, ces belles équipes peuvent trouver une force supplémentaire et s'épanouir. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci à vous, monsieur le maire. Je passe la parole à Cécile Tecliana pour quelques mots, là aussi en lien avec la stratégie, la solidarité. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très émue d'être là aujourd'hui. Déjà émue parce que, en tant que représentante de l'État, je crois que très modestement, je suis la dernière qui n'a pas dû faire un discours ici, étant donné qu'il y a quand même nombre de ministres, premiers ministres qui passent chez Emmaüs Défi. Donc, c'est dire, président de la République, pardon, c'est dire quand même toute l'importance de votre action et la manière dont elle est quand même reconnue au niveau de l'État. Très émue aussi parce qu'on a entendu des belles histoires personnelles ce soir, des témoignages personnels qui montrent les trajectoires des gens, les trajectoires, comment ils peuvent être aidés à s'en sortir et retrouver toute leur dignité. Alors en accédant à un logement dans ce cas-là et en pouvant meubler leur logement, mais il y a plein d'autres belles histoires à Emmaüs Défi. Et c'est ça aussi que je voudrais souligner, c'est comment on arrive à faire avec une action plusieurs bonnes actions. Comment on arrive à avoir plusieurs impacts. On fait ici, vous faites de l'insertion par l'activité économique, vous faites du réemploi, vous aidez des personnes précaires à accéder à un logement et à meubler un logement. Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment, il y a du plus partout. Je pense que dans l'étude d'impact, il faudrait en mettre encore plus dans les coûts évités. Et c'est très modélisant, comme on dit, pour les actions qui peuvent être faites ailleurs. Et donc, je suis aussi très émue que Emmaüs Défi, avec ce projet de la Banque solidaire de l'équipement, puisse essaimer ailleurs en France. C'est un peu le but de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, c'est de trouver ces pépites et de les aider, alors soit financièrement, soit d'autres manières, en créant des synergies, à essaimer dans les autres territoires. Alors toujours avec l'appui des collectivités, parce qu'effectivement, si le territoire n'est pas accueillant, ça ne se fait pas. Voilà. Donc c'est absolument indispensable.
Peut-être une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que je suis très émue de voir beaucoup d'entreprises, soit directement, soit par le biais de leur fondation. C'est aussi un principe de la stratégie, c'est de dire que la lutte contre la pauvreté, c'est l'affaire de tous et que faut pas opposer le porte-monnaie et le social. Voilà, le porte-monnaie, le but lucratif des entreprises, il peut tout à fait s'accommoder et venir au bénéfice des personnes qui sont moins favorisées que les autres. Et c'est ce que vous prouvez par tous ceux qui êtes là aujourd'hui dans l'action que vous réalisez. Donc merci beaucoup pour ce que vous faites et du partenariat que vous avez su nouer. On voit que c'est un partenariat qui n'est pas de façade en fait. Donc c'est ce que je trouve particulièrement intéressant. C'est pas juste, on a évoqué la défiscalisation, c'est pas juste pour défiscaliser, c'est vraiment pour faire des choses ensemble et pour co-construire des projets qui vont bénéficier à nos concitoyens, à tous ceux qu'on peut croiser dans la rue et qui vont retrouver une vie normale. Donc merci beaucoup pour votre action. Vous en êtes à 10 ans. 10 ans, c'est la préadolescence. Donc, pour avoir un fils préadolescent, faut faire attention. Donc, et en même temps, c'est l'ouverture encore d'autres possibles. L'adolescence, il paraît que c'est la période où on est le plus créatif quand on est à cet âge-là. Donc, je pense qu'on verra encore beaucoup de choses sortir de la BSE et d'Emmaüs Défi. Donc, bon anniversaire et au plaisir de vous souhaiter un autre anniversaire un peu plus tard. Merci à vous. Je vous rassure, les anniversaires vont s'enchaîner et il va y en avoir encore quelques-uns à fêter dans les toutes prochaines semaines. Merci à vous, merci à l'État, merci à Monsieur le ministre par vidéo interposée, mais on lui transmettra évidemment. Merci à vous. À l'heure où la stratégie de pauvreté va être remise sur le métier, dans le cadre d'une grande réflexion, sachez que voilà, Emmaüs Défi, dans la logique qui est la sienne depuis sa création, est à votre disposition pour vous faire part de son expérience, de son vécu, ici à Riquet, mais aussi dans ses expériences en dehors de nos murs. Et on l'a effectivement démontré dans un projet comme la BSE. Et donc évidemment, tout le savoir, l'expérience qui est accumulée ici, il est évidemment un bien commun. Et il est évidemment à disposition de celles et de ceux qui veulent s'engager plus loin au service de cet objectif de notre fondateur, l'abbé Pierre, faire crever la misère. Voilà. Et donc, nous sommes à votre disposition. Et donc, que le gouvernement vienne ici une journée, s'inspirer de ce que nous pouvons vivre, et sans doute des idées, effectivement, pourront, je n'en doute pas, jaillir de tout ça. C'est l'occasion, donc, pour moi, peut-être de vous inviter à vous rasseoir, mais juste de remercier l'ensemble de celles et de ceux qui ont participé aujourd'hui à cette réunion. Merci, évidemment, à l'ensemble des partenaires historiques. Merci d'avoir été là, si je puis dire. Merci d'être là aujourd'hui et sans doute merci, et c'est là aussi un appel, merci de continuer à être là pour les prochaines années, voilà, dans ce partenariat qu'on a évidemment décliné. Donc merci à vous, merci aux collectivités publiques, merci au pouvoir public en général, et évidemment rien ne serait possible, mais évidemment avec cette particularité que chez Emmaüs Défi, on aime, vous le disiez, Mme Tagliana, voilà, rassembler plutôt que de diviser, et nous faisons aujourd'hui tous les jours la démonstration qu'il est possible de travailler à la fois le public, le privé, parce que l'affaire de la grande exclusion, ça n'est pas l'affaire de l'État ou de la ville, c'est l'affaire de tout le monde, comme vous le rappeliez très justement. Donc merci à vous tous, merci d'être venus, merci à nos partenaires, et puis moi je voudrais apporter un immense merci et un immense bravo à toutes les équipes qui portent avec beaucoup de conviction, beaucoup d'engagement, dans des conditions qui ne sont parfois pas toujours faciles. Je pense à celles et ceux qui font partie d'Emmaüs Défi, mais qui sont parfois seuls à l'incarner à Lille, à Lyon, voilà, dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. Et donc un immense bravo, et je pense qu'on peut les applaudir. Voilà. Et grand merci à vous. Je te laisse la parole pour la suite. Bonsoir à tous. Alors, avant de pouvoir déguster le délicieux cocktail qui nous a été préparé par les cuistots migrateurs, on a réservé un dernier temps pour remercier à nouveau nos partenaires, sans qui on ne pourrait pas porter cette action de la BSE. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurore Ruffier, je suis responsable des partenariats entreprises, et ce qui explique toutes les louanges que je vais pouvoir vous faire à compter de 7 minutes. Alors, on a prévu 5 grands prix. Et le tout premier va à notre partenaire le plus durable, le plus ancien. J'ai nommé évidemment la Fondation Carrefour et le groupe Carrefour.
Carrefour, vous le savez maintenant, hein, cofondateur, constructeur de la Banque solidaire de l'équipement, et depuis le don initial il y a 10 ans, ce sont 149 réceptions qui ont été organisées au profit de la BSE. Merci Marie-Astrid. Je profite de cette occasion pour dire que pas très loin derrière, on avait Accenture qui nous a permis effectivement de développer Salesforce, vous l'avez vu. Puis aussi Sogaris, qui a été très important puisque en nous mettant à disposition 2 entrepôts successifs, ils ont permis là aussi de donner au programme les moyens de ses ambitions. Pour le 2e prix, c'est celui de l'engagement multiple. C'est FM Logistique, le partenariat multifacette qui allie mécénat financier, mécénat de compétences, de stockage, de transport, passerelle emploi. Un partenariat plus récent, mais qu'on espère aussi durable. Merci. Enfin, le 3e grand prix est celui de notre plus grand donateur en volume et en nombre de produits. Et il s'agit du groupe SEB. Je ne sais pas si vous en rendez compte avec ce qu'on a pu vous en dire jusque-là, mais c'est un véritable socle pour la BSE. C'est grâce à vous que les bénéficiaires de la BSE peuvent s'offrir de quoi cuisiner. En fait, il n'y a pas un ménage passé par la BSE qui n'ait bénéficié des produits SEB. Merci. Le 4e grand prix va à notre donateur le plus régulier. Un donateur chez qui on va tous les mois collecter des matelas et des sommiers. Ce sont ceux de Teddy Bear. Cette démarche de don, elle a été intégrée par Teddy Bear à son fonctionnement quasiment dès sa création. Et on ne saurait vous remercier assez de cet engagement puisque Teddy Bear, c'est la moitié des matelas vendus à la BSE. Ce sont 2572 matelas réceptionnés. Malheureusement, nous, au quotidien, à l'équipe, on est souvent confrontés effectivement à des personnes qui ont emménagé il y a quelques jours, parfois il y a plusieurs semaines, et qui, faute de moyens, dorment par terre. Donc il n'y a rien de plus douloureux pour un conseiller vendeur que de devoir annoncer à la personne qu'elle n'aura pas de matelas à proposer ce jour-là. Et donc c'est pour ça que je voulais remercier tout particulièrement Teddy Bear, mais je voulais aussi citer les autres partenaires qui nous donnent ce produit si précieux, la compagnie du lit, la literie du Vivier, Mélo Matelas, le Roi du Matelas, et puis But, qui récemment a mobilisé ses fabricants belges et français pour donner 200 matelas à la BSE. Un immense merci, on a besoin de vous tous et on a besoin de tous les autres qui voudront bien nous rejoindre pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Le tout dernier grand prix, c'est celui de l'expérimentation sociale. Quand on a voulu se lancer en Seine-Saint-Denis, le conseil départemental avait une demande pour nous, c'était réduire le temps d'accès aux gros électroménagers. Et nous, le gros électroménager, c'est pas forcément très facile à capter comme don. Et puis en plus, il y a de la casse souvent dans le transport. Du coup, on a créé un dispositif ad hoc, un dispositif expérimental. On l'a fait avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, on l'a fait avec Fnac Darty, qui a accepté de fournir l'équipement en réduisant sa marge et en assurant les installations, livraison. Depuis mars 2021 qu'on a lancé le programme, ce sont 173 ménages qui ont bénéficié de ce dispositif complémentaire. Donc j'appelle les équipes du conseil départemental et les équipes de Fnac Darty à nous rejoindre. Un grand merci. Ensuite, je me tourne vers nos territoires. On a 50 aujourd'hui. Pour le territoire lillois, on tenait à remercier le département du Nord, premier prescripteur, avec plus de 50 ménages orientés vers la BSE. En l'absence du département, j'appelle Louison, responsable de la BSE Lille, à qui anime ce partenariat, à venir collecter le prix. Et puis, côté donateur, en miroir, côté donateur, je voulais remercier le groupe ADO. ADO, c'est les Bricots du Cœur, c'est le Roi Merlin. Ce sont ceux qui réalisent le plus de dons auprès de l'antenne de Roubaix. Et ça, c'est un gros enjeu pour nous de pouvoir capter des dons en local, essayer de réduire, pas forcément passer par un GIS, mais essayer de récupérer directement les produits. Merci Arnaud. Le Roi Merlin, qui est un partenaire historique de la BSE. Pour le territoire lyonnais, j'appelle Léa, la responsable de BSE Lyon, à venir collecter le prix de Forum Réfugiés. L'ONG est notre premier prescripteur et de très très loin, on est à 670 ménages orientés vers la BSE Lyon.
presque un quart des bénéficiaires reçus par l'antenne de Lyon en 2021. Et enfin, en miroir, côté équipement, j'appelle le groupe Galeries Lafayette, qui nous a aidés avec des dons de produits, mais aussi avec du mécénat de compétences, directement sur l'antenne de Villeurbanne. Merci beaucoup à ce partenaire, là aussi historique. C'est au-delà des Galeries Lafayette, c'est aussi le BHV, c'est aussi la Redoute, Bazar Chic. Merci, merci. Pour le territoire toulousain, pour la première fois, on s'est lancé avec un acteur qui était déjà sur le territoire, l'association Espoir. Et donc, on tenait évidemment à les honorer pour le travail réalisé ensemble et puis pour les orientations, puisque c'est un très grand acteur de l'hébergement et que donc les personnes qui sortent des centres et des pensions Espoir bénéficient également de la BSE. J'appelle donc Espoir sur scène. Et puis, en miroir, je tenais à remercier Maison du Monde, qui a fait il y a quelques mois son ouverture, quelques mois après l'ouverture de la BSE Toulouse, le plus gros don à l'antenne. Maison du Monde, là aussi partenaire historique de la BSE, qui a mis en place une politique de dons systématique dès 2015. Merci Anne de l'association Espoir, et puis merci à l'équipe de Maison du Monde. Pour ce tout dernier prix, elle n'est pas au courant. C'est un prix personnel. Nous tenions à honorer la référente qui a orienté le plus grand nombre de personnes vers la BSE, toute antenne confondue, parmi les 2355 référents sociaux de la Banque solidaire de l'équipement. Il s'agit d'Amélie Ingan de la sauvegarde de l'adolescence qui a réalisé cette semaine sa 65e orientation vers la BSE. Merci Amélie. Bon, mais pour conclure, à nouveau, merci à tous les partenaires de longue date, aux partenaires aussi nouveaux, très prometteurs, pluriannuels, ceux entamés avec IKEA, avec la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec Epner, tout récemment. Merci pour votre promesse d'être à nos côtés dans la durée. Enfin, je ne les ai pas encore cités. Merci à nos donateurs Conforama, Dodo, Philips, La Camif, Boulanger, Standard Textile, Electrodépôt, Samsung, Findis, ECF, De Graines, Vestel, Domoti Becquet, Electrolux, Fermob, Alafuma Mobilier, Bruno, Bazar Chic. Merci aux personnes fantastiques qui se mobilisent au sein de chacune de ces entreprises. Pour moi, c'est un plaisir de travailler avec vous. Et là encore, je n'ai pas été exhaustive. C'est pourquoi je vous invite à aller consulter le mur des partenaires qui se trouve juste derrière pendant votre déambulation. À tous, très sincèrement, rien ne serait possible sans vous. Et avec vous, par contre, on sait que justement, on est en capacité d'aller accompagner dans les années à venir des dizaines de milliers d'autres personnes. Donc merci, restez avec nous. Et puis à tous les milliers de structures prescriptrices, enfin tous les milliers, j'exagère, mais aux milliers de structures prescriptrices qui orientent sur toute la France les personnes qui en ont besoin, merci aussi. La cérémonie est finie. Je vous donne rendez-vous au tour du cocktail. Joyeux anniversaire au reste de l'équipe. Merci Emmanuel pour la remise des prix. Merci. Merci à tous. Il y a un dernier qui est ici, et j'appelle Monsieur le maire. C'est évidemment la mairie de Paris, sans laquelle rien ne serait possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Un immense merci à l'équipe d'organisation qui a magnifiquement organisé tout ça. Et puis un clin d'œil très particulier à François Blanot, qui doit être quelque part par là, qui est un de nos administrateurs et qui passe beaucoup de temps à la BSE. Merci beaucoup à toi, merci aux équipes. Et donc, je vous invite à nous rejoindre autour d'un cocktail, d'un verre de l'amitié. Encore un dernier mot. J'ai été mauvaise, j'ai sauté un paragraphe dans ma remise des prix. Du coup, je disais, pour l'Île-de-France, j'ai oublié notre première antenne et celle de Seine-Saint-Denis, qui couvre pourtant 2 départements très, très habités. Alors, pour le territoire francilien,
J'appelle nos 2 plus grands prescripteurs, donc ça c'est bon, on a eu la ville de Paris pour le 75, mais pour le 93, ce sont les différentes associations membres d'Interlogement qui sont nos premières prescripteurs. Donc s'il y a quelqu'un de l'équipe d'Interlogement, je l'invite à monter sur scène. Super. L'équipe a suivi l'ordre et pas moi. J'en profite pour dire que du coup, du côté de la ville de Paris, c'est quand même 2225 personnes qui ont été orientées vers la BSE. Et je termine du coup avec notre plus gros donateur pour l'Île-de-France. C'est une opération toute récente qu'on a faite avec Tikamoon. C'était notre opération Super Meuble. Merci Johan. C'est quand même un semi-remorque entier qui est venu ici être déchargé pour réaliser une opération solidaire où on a rappelé les bénéficiaires pour leur proposer des meubles. Cette fois-ci, c'est bon. Merci beaucoup à tous. À très vite.